Ben bonjour Karine. Bonjour Chantal. Tout d'abord, tu es dans ma famille, fait que je suis vraiment contente de te recevoir puis que tu me partages ton histoire, tout ça. En débutant, dans le fond, tu as eu 3 enfants, puis il y a eu un moment donné dans ta vie où est-ce que tu as un peu perdu le contrôle. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet épisode-là, l'âge que tu avais? J'avais 4 enfants dans le fond, au fait. 4, ouais. OK. Puis j'ai eu un dégât d'eau. Dans le fond, mon logement est devenu impraticable. Puis j'ai habité dans des chambres de motel. Puis il y a eu un signalement à la DPJ pour l'instabilité du logement dans un premier temps. OK. Parce que dans un deuxième temps, ben moi, j'étais un petit peu rebelle à leur autorité. Hein? Je me conformais pas facilement. Alors, on a suspecté chez moi une maladie mentale de l'ordre d'un trouble de la personnalité limite. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel ça arrive. C'est qu'au départ, on m'enlève mes enfants pour 30 jours. Le temps que je me trouve un logement, je me stabilise, tout ça après un dégât d'eau. Mais par la suite, eux vont prétendre que j'ai peut-être une maladie mentale puis que là, il va falloir que j'aille investiguer ça. OK. Fait que quand tu vas bien, puis tu te présentes dans un hôpital, puis tu te dis, ben moi, j'ai peut-être un trouble de la personnalité limite, je voudrais venir investiguer ça. Première question qu'ils te demandent, c'est, es-tu suicidaire? Moi, j'ai jamais été suicidaire. Puis la deuxième question, c'est travailles-tu? Ben oui, moi j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fonctionné. Je travaillais avec des autistes moyens à cette époque-là, puis j'ai continué de travailler malgré le retrait de mes enfants. Puis je pense que c'est ce qui m'a maintenue en vie, là, finalement. Oui, parce que ça a été un déchirement atroce. Oui, les 3 premières semaines qu'on m'a enlevé surtout mon bébé, puis tout ça, là, j'ai dormi pendant 3 semaines, Chantal, là, dépressive, raide, là, puis après ça, je me suis repris en main, puis j'ai dit non, je peux pas me laisser abattre comme ça, faut que je reprenne ma vie en main, faut que je leur prouve que je suis quelqu'un de bien, puis que j'ai des compétences puis des valeurs dans la vie aussi, là. À partir de là, en fait, tu avais tes 4 enfants, ils ont été pris par la DPJ. Est-ce que les 4 étaient ensemble? Ils ont tous été dispersés, à part mes 2 plus vieux. Au départ, ils avaient été confiés à leur père, mais ça s'est pas bien passé avec le père, fait qu'ils se sont retrouvés en milieu d'accueil, là. OK. Puis les deux jeunes enfants, ben j'en ai un qui est dans notre famille, chez mon oncle et ma tante, le frère à mon père, donc un cousin de ton père à toi. Oui. Puis j'ai un autre enfant qui a été placé dans une famille qu'on disait banque mixte à l'époque. Puis cette famille-là, aujourd'hui, elle a adopté mon enfant, là. En 2013, il a été rendu admissible à l'adoption, puis en 2014, il a été adopté par cette famille-là. Puis pourquoi? Parce que dans le fond, tu m'expliques que finalement, tu as repris ta vie en main, tu as recommencé à travailler, tout ça. Je sais que tu t'es battu beaucoup pour pas qu'il y ait l'adoption. Mm-hmm. Tu avais des contacts aussi, des visites avec tes enfants? Oui, mais c'est toujours resté de façon supervisée, contrôlée. Moi, celui qui est chez mon oncle et ma tante, puis celui qui a été adopté, c'est 2 enfants que j'ai vus de façon exclusivement sous supervision. OK. Tu étais capable de voir 2 enfants, mais les 2 plus vieux, ça... Les 2 plus vieux, j'avais pas de problème. J'ai jamais eu de problème à les voir. Peut-être leur âge, puis tout ça. C'est vraiment au niveau des 2 du milieu, puisque j'ai eu 2 autres bébés par après, hein. Oui. Mais mes 2 enfants du milieu, c'est vraiment eux autres que, dès le départ, là, j'ai eu de la difficulté à les voir, qu'on envisageait peut-être plus des plans de vie à long terme. Bien, parce qu'on suspectait la maladie mentale, puis... Tu sais, au Québec, c'est très difficile d'avoir des services parce que comme quand tu te présentes à l'urgence moi, c'était Louis H. Lafontaine à Montréal, mon hôpital, c'est quand même un hôpital réputé. Fait que tu te présentes, tu es orienté dans toutes les sphères, tu es maquillé, tu travailles, tu n'es pas suicidaire. Qu'est-ce que tu penses qui fait que qu'est-ce qu'ils font avec ton dossier? Mettre ça sur une tablette en voulant dire, madame, tu sais, c'est pas urgent. Mais ça a pris 3 ans. Puis pour que le DPJ continue d'avancer dans mes dossiers, ça prenait l'infirmation des diagnostics ou la confirmation avec une médication. Moi, ça a été infirmé. Mais malheureusement, le processus a duré 3 ans avec toutes les expertises, les psychanalyses, plusieurs professionnels et tout ça. Mais malheureusement, le temps passe pour mon enfant. Puis mon enfant, bien, c'est sûr qu'il m'est retiré à 3 mois, celui qui est adopté. Fait qu'on s'entend qu'un bébé de 3 mois, Chantal, ça a besoin de beaucoup de soins. Ça a besoin d'un adulte toujours avec lui. Puis veut pas, bien, l'attachement va se créer avec cet adulte-là qui donne les soins. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là, c'est que quand la juge, elle a confié mon enfant à l'adoption, j'étais apte à reprendre charge de mon enfant. J'avais assumé les soins, entretien, éducation, mais où est-ce que le bas blessait, c'était son intérêt supérieur à mon enfant. Comme il s'était attaché dans son milieu d'accueil, bien, un retour chez moi, c'était pas possible. Puis là, pour y garantir un plan de vie qui soit pas déplacé à droite et à gauche, c'est pour ça qu'on pense à un plan de vie d'adoption pour un enfant. Fait que dans le fond, l'adoption, c'est toi aussi qu'il a fallu qu'il l'accepte.
Bien, c'est un deuil, hein? C'est un deuil à faire. J'imagine au même titre que tu as un enfant malade ou tu perds un enfant carrément d'une maladie. Je pense que c'est un deuil aussi là, de la maman que j'aurais voulu être pour lui, mais que tu sais, j'avais pas les capacités de le faire, ou en tout cas, on me reconnaissait pas les capacités de le faire. Il y a plusieurs facteurs, mais l'attachement, c'est sûr, avec sa famille d'accueil, c'est quelque chose qui est important, là. Puis c'est même ce qui a fait en sorte que mon autre enfant qui est chez mon oncle et ma tante, ben lui non plus, il n'a pas voulu revenir. Puis ça, c'est lui qui l'a choisi aussi. Okay. Puis moi, j'ai respecté son désir là-dedans, parce que c'est important d'écouter les enfants aussi. Quand ça fait comme 10 ans qu'ils sont attachés à quelqu'un, ben on veut pas nécessairement non plus déstabiliser leur vie. Fait que c'est aux parents aussi à comprendre que des fois, malheureusement, ben le temps a passé, puis le temps, ben c'est notre pire ennemi avec les enfants. La notion du temps, c'est pas la même chez un enfant que chez l'adulte. Dans le fond, tu dirais que le temps qu'ils ont... Le 3 ans que tu t'es battu pour avoir les documents comme quoi que tu n'avais pas de maladie mentale, parce que finalement, c'est ça qui en est ressorti. Les cours, la cour tout le temps, les frais d'avocat, tout ça. Finalement, toute cette bataille-là, c'est ce temps-là qui t'a brimé de récupérer tes enfants. Exactement. Oui, c'est le temps. C'est vraiment le temps qui a passé, puis l'attachement aussi, comme je te dis. Oui, puis ça se fait très vite, un bébé. Hein? Il n'y a pas... Il n'y a pas de retour en arrière. Comme je te dis, ça a besoin d'un adulte 24 heures sur 24, alors que ce soit une infirmière ou que ce soit une maman ou que ce soit une grand-maman qui s'occupe de l'enfant, il va s'attacher à son donneur de soins. Est-ce que tu peux encore avoir des liens puis leur parler? Bien, celui de 14 ans qui est chez mon oncle et ma tante, oui, je pourrais encore lui parler, mais ça reste toujours selon sa volonté. Il parle à mes deux plus vieux, tu sais, mes deux plus vieux enfants de 19 ans, 17 ans, il parle avec celui de 14. Mais il n'est pas prêt à maintenir un lien avec moi, puis moi, ben je respecte ça. Je le laisse aller dans sa vie, puis ça prend beaucoup d'amour pour arriver à faire ça. Oui, de même que moi, je suis une personne extrêmement chanceuse, puis je le sais aujourd'hui, Chantal, moi j'ai l'adresse de mon fils, où est-ce qu'il a été adopté. Je connais le nom, le prénom de sa famille, de son père et de sa mère d'accueil. Je connais le nom qu'il porte aujourd'hui, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'adresse. Je me considère comme une personne privilégiée, puis c'est peut-être ça qui fait que je suis capable de continuer dans la vie. Je sais qu'il est bien, je sais où est-ce qu'il est. Il y a des parents qui ne sont pas dans ma situation une fois l'adoption. Tout est rompu, ils n'ont aucune idée de qui. Mais moi, j'avais une bonne relation avec ces gens-là, puis ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations qui me permettent de me sécuriser aussi mon anxiété, là, d'être capable de poursuivre aussi ma vie, là, puis de ne pas être dépressive ou une loque humaine. Ça aussi, tu le choisis. De ne pas être une loque humaine. Oui, exactement. Ça aussi, tu le choisis parce que tu as 2 choix dans la vie. Soit que je deviens super dépressive, mais comme je te dis, moi, j'ai des enfants qui, tu sais, j'ai mes 2 plus vieux, mes 2 plus jeunes, qui comptent encore sur moi, fait que je peux pas cette option-là. Ou j'ai l'option de, je vais embellir ma vie, je vais faire des choses lumineuses, je crois au karma. Puis quand mes enfants vont me revenir un jour, parce que je sais qu'ils vont revenir, ben ils vont avoir le goût de rester dans ma vie puis de faire un bout de chemin parce qu'ils vont se rendre compte que leur maman, ben c'est un être lumineux. Oh, c'est beau. Non, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que... après, tu as eu 2 autres enfants. Oui. Tu as décidé de rebâtir la vie avec tes 2 plus vieux. Puis tu as eu 2 autres enfants avec ton conjoint qui est encore présent, Steve, de mémoire, hein, dans ta vie. Ça fait bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Lui, il était au courant de ça quand vous êtes rencontrés? Ah oui, il trouvait ça bien épouvantable. Quand je l'ai rencontré, vraiment, c'est quelques mois en 2008, là, après avoir... perdu, dans le fond, la garde de mes 4 enfants là, pour le fameux dégât d'eau. Puis lui, il a été là tout de suite, puis je te dis, j'en menais pas large là, à cette époque-là. Là. Je me remontais encore tranquillement, puis j'avais un cheminement à faire, hein, parce qu'on va revenir tantôt. Moi, j'étais très opposée à l'autorité qui était la DPJ. J'étais comme en croisade, en bagarre contre eux autres. Puis à un moment donné, j'ai compris que dans l'intérêt de mes enfants, mais c'était pas l'attitude à adopter pour les récupérer, tu sais. Comme c'est l'autorité absolue, ben il fallait que je collabore avec eux. Il n'y avait pas d'autre solution. Malgré les injustices. Parce que tu as vécu beaucoup d'injustices dans ton dossier. Est-ce que tu peux m'en nommer des exemples? Bien, c'est sûr, les dépassements de délai, les enfants qui sont placés, qui sont vus par des médecins sans que tu puisses intervenir. Les enfants avaient tous des pédiatres, puis moi, j'ai travaillé à Maisonneuve-Rosemont pendant 15 ans avec ces médecins-là.
C'est sûr qu'aussitôt que j'ai eu le droit d'aller voir les pédiatres au bout de 6 ans avec mes enfants, ben la situation elle a changé de bord parce que c'était des travailleurs sociaux à l'hôpital avec qui je travaillais, c'était une pédiatre. Oui, c'était ma pédiatre quand on était jeunes. J'ai travaillé avec elle, elle a accepté de voir chacun de mes 6 enfants aussi par la suite. Alors, c'est sûr que la première fois que j'ai pu aller là, puis qu'ils ont écouté les travailleurs sociaux, tout de suite les médecins, puis les équipes avec qui j'avais travaillé, ont dit, ben voyons, de qui vous parlez là? Parce que Karine, on y aurait donné n'importe quel enfant, le bon Dieu, sans confession. Fait que la perception qu'il y avait de moi, biaisée par rapport à peut-être une maladie mentale, mais à l'époque, je le sais que c'est une dépression postpartum que je faisais. Okay. Mais ça peut, hein, les symptômes, là, ils peuvent te mener loin quand que tu te prends pas en main. Aujourd'hui, je sais que c'est une dépression postpartum parce que j'ai fait tous les suivis, toutes les évaluations qu'elle a avec. Mais à cette époque-là, bon, on suspectait la maladie mentale. Alors oui, je suis allée investiguer. Oui, j'ai fait le tour. Oui, j'ai cheminé parce que je te dirais pas que j'avais pas des traces dans ma personnalité qui étaient un peu fermées dans le sens que, oui, je suis une personne impulsive, je suis une personne qui dit qu'est-ce qu'il y a à dire, mes sourcils ne mentent pas. Mais si quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, mon sourcil va dire, voyons, tu me prends-tu pour une nouille? Oui. Fait qu'il a fallu vraiment que j'apprenne à travailler mon visage, mes expressions, ma façon de parler aussi. Tu sais, au lieu de répondre non du tac au tac, ben dire, je vais prendre 2 jours, je vais y penser, puis je vais te rappeler. Être juste capable de faire ça, là, c'est pour quelqu'un qui est impulsif et qui aime aller vite, là, ben là, c'est comme, non, je me choquerai plus, non, je leur accorderai plus mon pouvoir à partir de maintenant, je vais faire les mêmes techniques qu'eux. Si je leur demande un privilège avec mes enfants, on va me dire, non, Karine, on va te rappeler dans 2 jours. Ben moi, j'ai commencé à faire ça aussi. Quand je me sentais envahie, regarde, je vais prendre ton document, je vais le lire à tête reposée, on s'en reparle. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait beaucoup avec toi, dans le sens que ils ont souvent, quand tu avais le droit de demander des droits de visite, ils reportaient. Il y a une faute de ressources, blabla. Fait que, tu sais, quand on parle de lien d'attachement puis tout ça, c'est sûr qu'avec du recul, ça doit faire mal parce que tes enfants le savaient pas, mais tu te battais toujours en arrière pour les avoir. Exactement. Même les adolescents, à un moment donné, quand on les a sortis de là en 2014, là, ils ont commencé à comprendre toute l'implication et monétaire, parce que c'était des milliers de dollars qu'on a investi là-dedans, et l'investissement, l'amour, le temps, là, parce que moi, il me demandait, va au football 4 jours par semaine avec ton enfant, enceinte jusqu'aux yeux, Chantal, en autobus, je me promenais, Pointe-aux-Trembles, ouest de Montréal, il n'y a rien que je faisais pas pour mes enfants, là. Fait que, ça, ils comprennent, mais plus tard, là, au début, c'est un peu ingrat. Ils pensent que c'est toi qui ne veulent pas venir les voir, c'est toi qui ne veux pas les revoir chez toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur disent aussi de l'autre côté. Tu sais, moi, j'ai pas voulu entrer dans ça avec mes enfants parce que c'était plus constructif. Tu sais, il faut se reconstruire, puis il faut... C'est ça, il faut laisser ça de côté pour se reconstruire. On ne peut pas aller là-dedans. Ça prend beaucoup de maturité, par exemple. Exactement. Ça prend beaucoup de cheminement aussi, puis beaucoup de... comme je te dis, croire au karma, puis croire aux belles choses quand même encore, puis de dire ça va se mettre en place comme un morceau de casse-tête. Quand on va arriver là un jour, ben dans 10 ans, on en parlera, mais pour l'instant, mes enfants sont encore immatures à 17 puis 19 ans. Oui, ils commencent leur âge adulte, mais on s'entend qu'ils sont pas encore assez matures pour comprendre encore tout le processus. Oui, c'est ça. Tu as eu 2 autres enfants. Est-ce que tu as eu des problèmes avec la DPJ quand tu as mis au monde les autres enfants? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des protocoles bébés à naître. OK. Mais ça a pas, ils n'ont pas eu d'intervention dans notre vie ou de dossier ouvert, tout ça. On était déjà aptes et compétents là, à prendre soin de nos enfants. Là. Fait que, tu sais, puis je parle de mon côté à moi, tu sais, puis côté du spectateur, c'est un peu incompréhensible qu'ils disent, OK, finalement, tu es capable de mettre au monde un nouveau bébé qui est vraiment vulnérable dans tous les sens du terme. Hein? Un bébé naissant, c'est très vulnérable, mais tu n'es pas capable de récupérer tes ados. Ça, est-ce que tu as vécu un moment de... Bien, mes ados, j'ai pas eu de difficulté à les récupérer. C'était plus les enfants du milieu. Mais eux, pourquoi que là, ça... C'est le temps qui a passé, comme je te disais tantôt, l'attachement, le retour est pratiquement impossible. Pourquoi on a choisi l'adoption plutôt qu'un plan de vie? Ça, c'est sûr que je vais toujours me questionner parce que je comprends qu'ici, maintenant, là, en 2013, quand la juge a donné mon enfant à l'adoption, parce qu'elle l'a rendu admissible à l'adoption, je comprends ici maintenant que c'était peut-être son intérêt supérieur.
Sauf que quand tu commences à te documenter sur les enfants adoptés, ben tu te rends compte que la majorité des personnes qui ont été adoptées, ben c'est la quête de toute une vie, d'essayer de retrouver leurs origines biologiques. Moi, j'avais essayé d'apporter ça au tribunal. Tu sais, je m'étais beaucoup documentée, beaucoup renseignée. J'avais beaucoup d'experts, de spécialistes, puis des expertises qui m'avaient coûté très cher. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché l'adoption de mon enfant. Pourquoi on a privilégié cette thèse-là plutôt que de le placer jusqu'à majorité, ça, je pourrais pas dire. Mais je pense que c'est vraiment lui assurer la stabilité et la continuité des soins. Fait que la loi est bonne. Dans un certain sens, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de déplacements d'enfants, puis on perdait la trace des enfants, exactement. Oui. Là, on leur assure peut-être plus rapidement une stabilité, sauf que ça peut avoir un arme à double tranchant comme moi, qu'on peut voir que, tu sais, le temps qui passe, ben c'est l'ennemi de la majorité des parents, même que j'aide aujourd'hui. À travers tout ça, puis à travers plein d'emplois pour être capable, justement, monétairement, d'arriver à payer les frais de cours. N'importe quoi. Hein? T'as fait plein d'affaires pour être capable de payer les frais de cours, puis t'occuper de tes 2 plus vieux, puis tes 2 plus jeunes, puis bon. T'as fondé un organisme. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ton organisme? Bien, mon organisme, dans le fond, là, je vais te résumer ça. C'est tout ce que j'aurais aimé avoir, puis j'aurais été en droit d'avoir, en tout cas selon ce qu'on est supposé offrir comme service au niveau de la protection de l'enfance, puis que j'ai pas eu. OK. Je vais te donner un exemple. La supervision des contacts, tantôt, je te disais que j'ai des enfants, moi, que j'ai vus exclusivement sous supervision. Mettons que j'étais un parent pas parfait, OK, puis que j'avais besoin d'aide puis d'outils, un exemple, l'encadrement, puis pouvoir maintenir aussi les acquis dans le temps, parce que c'est beau d'avoir des belles techniques, mais si tu n'as pas de temps pour le mettre en pratique, que tu vois ton enfant 1h30 par 2 semaines, comment tu peux corriger quand tu en as une lacune puis que tu es assez humble pour le reconnaître? La mettre en pratique auprès de tes enfants, puis la maintenir dans tes acquis sur une longue période quand tu les vois pas. Puis là, c'est là que je me suis même renseignée que, dans le fond, la supervision des contacts, là, ça serait supposé être un court moment intensif pour mettre fin aux motifs de compromission qui mettent en danger ton enfant. Ça devrait pas être des 2-3 ans, une ou 2 fois par semaine. Tu sais, on perd la notion d'intensif, puis on perd la notion aussi de vraiment apporter de l'aide constructive pour que le parent puisse reprendre charge de son enfant le plus rapidement possible. Fait que l'aide, conseil et assistance, bien, premièrement, ça figure dans toutes les ordonnances en chambre jeunesse. C'est à la fin de toutes les ordonnances, c'est toujours ordonne qu'un organisme, que le DPJ ou tout autre organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille. Fait que j'ai pas pris ça dans l'univers. Parce que tu le voyais je le voyais toujours. Puis selon moi, le DPJ, c'est son mandat premier d'apporter aide, conseil et assistance. Puis moi, je l'ai pas senti. Puis j'en ai des dossiers aujourd'hui où est-ce que je le sens pas qu'on apporte des services, où est-ce que je le sens pas qu'on aide les gens, mais plutôt à la place, on va toujours leur mettre des bâtons dans les roues, ou on va jouer sur les traits de personnalité. Je donne un exemple, j'ai des parents qui sont anxieux. Bien, eux autres, on leur donnera jamais de réponse. On va toujours les laisser dans l'incertitude. Ils vont laisser un appel pour avoir une question. On va les rappeler 2 semaines plus tard. Pourquoi? Parce qu'on joue sur la vulnérabilité de l'anxiété. Comme moi, on jouait sur mon impulsivité, essayer de me faire dire des réponses rapidement. Là, si vous signez pas ça, madame, vous pourrez pas voir votre enfant. Puis là, tu signes n'importe quoi vite, vite. Mais c'est comme des aveux de culpabilité, là, quand tu signes un plan d'intervention, que ça fait, mettons, 2 ans que tu n'as pas rien consommé, que tu es sobre de tout, que c'est écrit que tu vas encore aller t'investir là, dans ta toxicomanie. Ben si tu signes ça comme tel, ben c'est comme un aveu de culpabilité, dans le fond. C'est je reconnais que j'ai encore des problèmes de toxicomanie et que j'ai besoin d'aide. Ben non, moi, on mettait toujours là, signez ça, sinon on annule votre rencontre. Puis moi, je veux voir mon enfant, je signe n'importe quoi, là, vraiment naïvement. Puis je me dis, mais ces gens-là... Après ça encore. Ben, puis après ça encore, ils te là. Mais pourquoi vous avez signé, madame? C'est comme si vous avez reconnu là, que vous aviez un problème de toxicomanie. Pourtant, ça faisait comme 3 ans que j'avais pas consommé, même quand il y a eu le dégât d'eau, tu sais. Oui. C'est pour te dire que c'était déjà résorbé depuis quelques années déjà, là, tu sais. Est-ce que tu as déjà pensé, tu n'as jamais retouché à la drogue, tout ça, mais est-ce qu'à un moment donné, dans la faiblesse de tout ça, tu as fait comme, hey, là, je tire la plug, puis je t'écœurée, puis je me laisse aller?
Ben oui, c'est sûr. C'est une maladie, hein, la toxicomanie, même oui. si tu as 13 ans de sobriété. Même encore aujourd'hui, il m'arrive un coup difficile, mais mon premier réflexe, ça serait d'aller là. Pour vrai, c'est sûr que ça me traverse l'esprit. Je ne mettrais pas le plan en branle d'aller chercher de l'argent, de la consommation, tout le kit, mais je dois le dire encore que quand je vis un moment difficile, ben ça me passe encore par l'esprit. Puis c'est, bon, le cheminement, la sagesse aussi qui dit, ben non, tu vas pas aller gâcher comme 10, 12, 13 ans de sobriété pour ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est difficile d'arrêter. Puis oui, puis c'est ça qu'ils veulent aussi. Là, parce que dans le même temps, ça leur dit qu'ils ont raison d'avoir intervenu chez toi. Ça s'appelle comment déjà ton organisme? Aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Là, ça fait combien? 3 ans. 3 ans déjà. 3 ans et demi même. 3 ans et demi. On va bientôt entamer la 4e année. Ça, c'est à travers tout le 10 ans de branle-bas de combat, de tribunaux. Tu épluchais, tu es devenue quasiment une avocate. Tu épluchais tout pour être capable de comprendre tout. Puis c'est ça qui a fait que, OK, moi, je veux aider d'autres familles. Fait que, en plus de partir un organisme, tu travailles encore pour subvenir aux besoins de ta famille. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler, parce qu'il y a eu, c'est sûr que là, par rapport à la DPJ, services sociaux, il y a eu un grand renouement, beaucoup de débats suite, on l'appelait la petite martyre. Ça, c'est un dossier que tu travaillais déjà dessus. Oui, même avant l'ouverture de mon organisme, dans le fond, j'étais en train de suivre tous les cours là, en entrepreneuriat social là, pour bien démarrer. Parce que c'est ça, tu as fait plein de cours pour être sûr que ça soit... J'avais déjà à peu près évalué 800 dossiers à cette époque-là parce que veux pas, on avait acquis... De bon cœur. Oui, de bon cœur, là, des gens qui étaient mal pris. Puis étant donné que tu l'as dit tantôt, moi, juste pour empêcher l'adoption de mon fils, ça m'a coûté 32 000 d'avocats. Puis 32 000 d'avocats, ben il m'en a resté quand même du bagage là-dessus, là. Oui. Puis c'est un peu ça qu'on tente de transmettre parce que l'accessibilité à la justice est très difficile. Même avec l'aide juridique, c'est pas des gros montants qui sont octroyés. Les avocats, ben c'est sûr qu'ils se donnent pas à 100 %. Tu sais, tu reçois 486$ pour une cause qui est susceptible de durer 100 heures versus ta facture d'habitude 275 $. Où est-ce que tu mets ton 40 heures de travail, toi, aux dossiers qui sont payants, tu sais? Oui, oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est sûr qu'en aidant les gens et en les rendant un petit peu moins naïfs puis vulnérables face à la loi, ben c'est sûr qu'ils sont plus en contrôle d'eux-mêmes, ils ont plus confiance en eux. Fait que ils font moins d'erreurs. Oui, vraiment la base aussi, puis leur montrer comment transiger avec eux aussi. Tu sais, moi, j'appelle ça un peu faire la nouille sympathique, en voulant dire que des fois, ça te dérange qu'est-ce qu'ils te disent, mais t'es mieux de pas le montrer puis de méditer là-dessus, parce que des fois, ils n'ont pas tout à fait tort, mais l'humilité fait qu'on veut pas le reconnaître. OK. Fait que tu as travaillé sur le dossier. Ouais. Elle s'appelait comment, la petite fille? Je peux pas le dire. OK. Je suis vraiment pour ça, je suis vraiment touchée d'une interpublication. Fait qu'on va y aller avec la petite martyre. C'est ça. Tu as travaillé beaucoup dans ce dossier-là. Oui. Tu as travaillé fort pour la sortir d'avec son père. Et puis, il est arrivé l'événement qu'elle est décédée. Comment tu as vécu ça? Hey, ça a été difficile. Difficile. Je pensais jamais vivre quelque chose d'aussi difficile que ça dans ma vie parce que, veux pas, on s'attache aux gens avec qui on transige parce que il y a comme une complicité de cœur à un moment donné. Le fait que je sois passée par là, je comprends vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils vivent. Fait que c'est sûr qu'on va devenir, si on a des bons dossiers et que c'est des bonnes personnes, on va souvent devenir comme les meilleurs amis. Puis d'ailleurs, chez cette grand-maman-là, j'allais cuisiner avec mes enfants, on faisait des activités, aller jouer au bingo, des choses en dehors aussi de ce dossier-là. Oui. Fait que c'est sûr que moi, j'avais jamais rencontré la petite, jamais, mais je l'avais vue par photo, je l'avais vue dépérir par photo. Tu sais, Aurore, l'enfant martyr, là, c'est documenté sur 3 ans, là. 3 ans de 2500 pages, là, Puis c'est pourquoi qu'il voulait jamais? C'était quoi le point que vous avez jamais réussi à ressortir l'enfant malgré toute la documentation de 3 ans? C'est que le père, c'est un bon manipulateur, puis lui, il servait de filet de sécurité entre lui et sa conjointe. Donc, les enfants, ils étaient confiés à lui. OK. C'est sûr que nous autres, on n'était pas en accord avec ça, parce que moi, j'ai une grosse formation en santé.
J'ai travaillé pendant 15 ans, comme je disais tantôt, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Fait que moi, dès que j'ai vu le dossier de la grand-mère puis le dossier psychiatrique du père, même à l'adolescence, je savais qu'on avait affaire à quelqu'un de très dangereux. OK. Parce que dans le fond, il est paraphile. OK. Il y a des troubles des conduites puis des troubles d'adaptation. Fait que ça, c'est comme tout un gros melting pot. Puis la paraphilie, ben c'est pire que la pédophilie parce que dans le fond, on ne sait pas à quoi la personne est plus attirée. Tu sais, comme le pédophile, il est vraiment attiré envers les enfants, tandis que le paraphile, ça peut être un animal, un enfant, une branche, un objet, whatever, name it. Fait que là, ça fait, la personne elle a de la difficulté à vivre une situation, elle a de la difficulté à s'adapter, elle vit beaucoup d'anxiété, ça fait en sorte qu'elle agit plus selon les conduites. Fait que là, elle respecte plus les normes de la société, puis ça prend de la sexualité pour faire descendre l'anxiété. Fait que c'est comme une roue qui tourne tout le temps. Mais le DPJ, dans le fond, vu que les expertises remontaient à l'adolescence du père, puis que le père, ben lui, il refusait d'en repasser d'autres à l'âge adulte, puis on ne peut pas forcer personne à faire des expertises psychiatriques ici au Québec, là, malgré que lui, ça aurait peut-être été un cas justement qu'on aurait pu forcer. Bref, le DPJ refusait d'accepter nos motifs ou nos craintes sous ce motif-là, que c'était pas assez contemporain, cette expertise-là. Sauf que la paraphilie, les troubles des conduites, puis les difficultés d'adaptation, pour lui, c'était des diagnostics qui étaient incurables. Donc, ça se guérissait pas. C'est sûr que quand on regarde, quand tu as des dossiers, tu défends des causes, puis que tu te rends compte, ça doit premièrement être vraiment insultant, fâchant. Puis en même temps, tu vis de l'injustice parce que tu te dis, ben voyons donc, là, tu sais, moi, il m'inventait que j'avais une maladie mentale. Lui, il avait un diagnostic, puis... Ben, c'est sûr qu'au début aussi, parce que Granby, au début... ça appartient à la Montérégie. La Montérégie, c'est la région qui avait fait adopter mon enfant. Fait que c'est sûr que tout de suite là, on avait comme une corrélation de cœur, là, parce que je comprenais vraiment dans l'engrenage dans lequel il était. Fait que c'est sûr que j'étais... Puis après ça, ça a changé de main. C'est allé vers l'Estrie, Granby. Fait que... c'est toujours allé de mal en pis. Puis tout ce qu'on dénonçait, comme la belle-mère, elle avait déjà été accusée d'avoir pris la petite par les cheveux, l'avoir traînée sur plusieurs mètres, l'avoir lancée dans un mur. Puis elle avait été absurde de ça. Puis je me rappelle, j'écrivais beaucoup de lettres, même à la juge à un moment donné. Puis à la fin de ma lettre, en 2018, quelques mois avant qu'elle décède, j'écris « Quelle garantie avons-nous que Monsieur Y, le père, sera toujours un filet de sécurité face à sa conjointe? » Puis j'écris « Malheureusement, à la lueur des informations que j'ai, nous n'en avons pas de ces garanties. » Donc déjà, je me questionne. Déjà, je le sais qu'il est aussi freak qu'elle, puis lui, il arrive toujours à s'en sortir bien, mais que lui-ci, il y a des graves problèmes. Là, la violence, lui-ci, puis tout ça. Là, puis en même temps, ben, ça montre aussi l'importance de ton organisme, parce que tu es la seule au Québec qui parle de ça, puis qui défend ces gens-là sans jugement. En terminant, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui se battent, puis qui ont les convictions, qui sont capables d'avoir leur enfant, ou est-ce que tu aurais un mot à dire au gouvernement? Ça serait quoi, toi, ton mot de la fin? Bien, c'est sûr que le gouvernement, là, pour vrai, là, il doit vraiment se mettre le nez là-dedans puis revamper. Puis je pense qu'il faut qu'on en revienne à la base, c'est l'intérêt des enfants. Puis l'intérêt des enfants, bien, je pense qu'ils ont besoin de parents qui sont adéquats. Puis je pense qu'on doit tout tenter à titre préventif et curatif aussi pour donner le plus de services possibles puis le plus d'outils possibles aux familles pour reprendre charge de leurs enfants. Selon moi, c'est pas à l'État de s'occuper des enfants, à moins de cas extrêmes comme d'abandon, de très grande violence. Parce qu'on doit dire que dans les murs de la DPJ, il y en a des enfants, Chantal, qui sont heureux d'être là, puis que ça leur fait du bien, puis ils n'ont pas juste des mauvais coups. Mais où est-ce qu'il y a du pouvoir, il y a du danger d'en abuser, c'est souvent là que le bas blesse. Fait que, puis soyez patients, puis transigez avec eux par écrit, enregistrez-vous. C'est mes meilleurs conseils. Ouais. Je te remercie beaucoup, Karine. Merci. C'est déjà la fin de la saison 2 de Fièrement Moi. J'espère que j'ai réussi à créer des sujets de conversation dans votre salon, vous inspirer. Je vous souhaite un beau temps des fêtes et n'oubliez pas d'être fièrement fiers de vous.